Bonjour, bienvenue dans ce point bourse du 15 septembre 2023. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement boursier est risqué, vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors avant de passer aux actions, on va reparler des chiffres qui sont tombés cette semaine. On a eu mercredi notamment l'IPC, l'inflation aux États-Unis, qui a continué son rebond. On l'avait vu ici avec l'équivalent du CRB, qui nous donne un panier de valeur. On avait eu plus 0,1 attendu avec 3,7 par rapport à l'année dernière. Ce matin, on a eu les chiffres en France et on passe d'espérer à 4,8 à 4,9. Donc toujours une inflation grandissante en rebond depuis quand? Depuis le mois de juillet ici. On l'a vu ici sur l'équivalent du CRB. Et les banques centrales qui continuent d'essayer de juguler cette inflation. Cette inflation, pourquoi? Parce qu'on a toujours une demande croissante à la fois des ménages, mais des entreprises. On va le voir ici avec le Brent. L'Arabie Saoudite qui a récemment diminué sa production de pétrole, ce qui a mécaniquement augmenté le cours du Brent et la demande ne s'est pas arrêtée pour autant. Donc on a cassé les niveaux pivots ici sur les 87 et on a le Brent aujourd'hui à plus de 93. Et on se dirige tranquillement vers les 100. Donc une demande toujours croissante et une inflation toujours en rebond. On a eu donc 4,9 en France aujourd'hui. Et hier, c'était le fait du jour avec la BCE, la décision sur la hausse des taux, et on a eu finalement plus 0,25 pour être maintenant à 4,50 sur les taux directeurs de la Banque centrale. Alors pourquoi les marchés ont monté? On va le voir sur le CAC 40 juste après. C'est surtout pour le discours. Parce que si la BCE a quand même augmenté ses taux une nouvelle fois, il pourrait également les remonter à la prochaine réunion. C'est son discours plutôt optimiste pour les marchés, où il a été dit que toutes les hausses des taux étaient probablement terminées et qu'on se maintiendrait sur ces niveaux-là pendant plusieurs mois et que ça devrait permettre de faire baisser l'inflation à un niveau raisonnable. Ce niveau, c'est 2%, mais on risque d'avoir ces taux-là pendant tout 2024. Et l'objectif maintenant, c'est 2025 pour retrouver une inflation assez basse et normale à 2%. Donc on va regarder le CAC 40 avec les marchés hier qui étaient extrêmement volatiles. Et aujourd'hui également. Donc ici, on a le chandelier de la journée d'hier. On était dans le bas de la figure et on a énormément monté. On le voit ici. On prend plus de 1%. Et on va le regarder en minutes, ce sera plus parlant. À 14h30, normalement c'est ici, c'était 14h, non, 14h15 exactement, l'annonce de Christine Lagarde sur la BCE, et on le voit, les marchés qui ont continué de monter. Ça a été le cas aussi aux États-Unis jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, on a une petite correction, parce que même si on ne revient pas sur le niveau de clôture d'hier, on a quand même une mèche haute assez significative. On peut le regarder ici avec le chandelier d'aujourd'hui. Donc on a toute la mèche, on va zoomer. Tout le corps de chandelier est ici sur les 7380. Donc c'est notre résistance à 7384. Les 7004 pour arrondir. Et on le voit qu'on a eu tout le marché qui s'est passé au-dessus et on finit de clôturer en dessous. Donc toujours cette zone des 7400 qui est trop compliquée pour le CAC. Et à chaque fois, on a un retour sur des niveaux en dessous. Donc cette annonce de la BCE, elle est à la fois positive et négative avec cette annonce de la fin de la hausse, mais quand même une hausse de plus 0,25 pour lutter contre l'inflation. On l'a vu, l'inflation qui continue d'être extrêmement importante dans tous les pays, notamment en Europe, mais aussi aux États-Unis. Les États-Unis qui sont portés notamment par le marché de l'emploi, toujours très fort, avec encore les inscriptions hebdomadaires au chômage qui étaient un petit peu en deçà des attentes. Donc on a un marché de l'emploi très fort qui soutient la demande toujours aux États-Unis, donc une inflation. Alors avant de regarder les actions, notamment celles qui nous intéressent du portefeuille, on va parler de ARM. Hop, ARM Holding, c'est quoi? C'est une entreprise de semi-conducteurs qui vient d'être introduite en bourse. C'était hier. C'est une des plus grosses IPO de l'année.
On a une valorisation quand même de plus de 50 milliards hein, sur cette entreprise. Donc, c'était un prix d'entrée à 51 dollars. Et on voit qu'elle a coté dès ses premières minutes à plus de 56 dollars. Donc, une belle entrée réussie. On est monté jusqu'à, hop, on va regarder exactement, hein, lors de la séance d'hier, on est monté jusqu'à 66 dollars pour clôturer autour des 63. Et aujourd'hui, on baisse un peu, on a un chandelier rouge, mais on voit qu'on se maintient à la mi-séance à peu près sur les niveaux de clôture d'hier. Donc une IPO qui se passe plutôt très bien. ARM, c'est quoi? C'était l'ancienne entité de SoftBank hein, qu'il avait racheté en 2012 et qui l'a remis sur le marché. Donc une entreprise de semi-conducteurs avec toujours d'entreprises sur le marché et il y a une concurrence accrue, mais une demande aussi sur les semi-conducteurs énorme, notamment, alors pour ARM, c'est surtout sur les smartphones, plus que l'intelligence artificielle, même si elle pourrait se faire une division aussi et accélérer sa recherche et développement sur l'intelligence artificielle, mais pour l'instant, on est plus focalisé sur les puces, les CPU et pas les GPU comme Nvidia. On a aussi sur ARM un modèle économique particulier parce que c'est plutôt des licences qui sont accordées aux producteurs. Donc elle ne produit pas elle-même ses puces, mais elle accorde des licences de conception. Donc plutôt une IPO réussie sur ARM. Les dernières IPO, hein, la plupart des IPO, on a eu sur des valorisations plus ou moins similaires quand même pas mal de déceptions. Là, on est sur un secteur de semi-conducteurs qui est extrêmement demandeur, même si on a les marchés, notamment en Chine, sur les smartphones qui sont un peu plus léthargiques en ce moment. On a quand même une demande qui va être accrue et des semi-conducteurs qui se trouvent un peu partout. On l'a vu dans le secteur auto notamment. C'est extrêmement demandé. Donc, c'est une introduction, à mon sens, plutôt réussie quand on voit ces 2 premières journées. Moi, j'ai investi hier hein, sur les 59 notamment. On verra jusqu'où elle peut monter et surtout si elle peut accrocher rapidement des performances avant la fin de l'année et les résultats qui vont tomber. Donc moi, je suis plutôt positif sur ARM. Allez, on revient au CAC 40. Et donc le CAC, l'indice, on l'a vu, hein, on regarde les volumes aussi. J'en ai pas parlé tout à l'heure, mais les volumes sont énormes hein, sur le CAC aujourd'hui. Alors on est vendredi, il y a souvent des contrats à terme hein, le vendredi, mais on a quand même beaucoup de volume. On finit quand même à quasiment plus 1%, mais on a cette grosse mèche haute et on finit sous la résistance. On verra ce que va nous donner la suite de la séance aux États-Unis, hein, parce qu'on est qu'à la mi-séance, mais pour l'instant, on a le Standard & Poor's qui perd 0,9 et le Dow Jones qui perd moins 0,5. Donc après les annonces de la BCE, on a quand même une réaction, donc déjà beaucoup de volatilité, on le savait, mais aussi une réaction qui va se marquer probablement les jours à venir et pas forcément le jour J. On le voit ici avec les annonces hein, de la BCE, le 4 mai, le 15 juin, le 27 juillet. Ça s'est pas fait tout de suite, ça a mis quelques jours avant d'être digéré. Des fois à contretemps, on a eu comme ici une petite hausse avant des grosses baisses et c'est souvent ce qui se passe. Beaucoup de volatilité avant de prendre un chemin plus fort et une tendance un peu plus marquée sur les indices. Qu'est-ce qui a bien marché et qui a pas bien marché sur le CAC aujourd'hui? C'est le luxe, hein. LVMH, L'Oréal, Kering. Pourquoi? C'est parce que on a eu des données sur la Chine, notamment ce matin, les ventes au détail qui étaient plutôt positives. Donc un marché chinois toujours très important pour le luxe. Ça a permis à ces marques-là de revenir, mais on le voit hein, sur LVMH. C'est pareil, c'est comme sur le CAC, c'est une mèche haute. Donc on a rendu un peu tout en fin de séance. Sur L'Oréal, toujours en sa phase de congestion dans sa figure, et on ne casse pas encore le haut de la figure pour lancer une nouvelle séquence haussière sur L'Oréal. Kering, c'est pareil, hein, c'est pas une mèche, mais on casse encore le support des 470. Donc malgré une journée positive à plus 1,7, on était quand même beaucoup plus haut en cours de journée.
Euh, et là, ce qui a du mal, bah, c'est Unibail. Unibail, c'est la foncière, hein, tout ce qui est foncier immobilier. On le sait, il y a une grosse pression dessus. Et alors pour l'instant, ça ne craque pas, mais on a eu des possibilités de départ ici. Et finalement, ça s'est pas fait. Un chandelier assez moche aujourd'hui, parce qu'on voit le chandelier rouge, il englobe tout le chandelier précédent, hein, qui était vert ici, je lis. Pas forcément une bonne nouvelle pour la suite. On verra s'il y a une réaction, mais on est déjà en dessous de toutes les moyennes mobiles. Et les volumes aussi sont assez importants, hein. On casse toutes les moyennes. On englobe le chandelier précédent et on continue la phase de consolidation, de correction sur Unibail. Donc attention, peut-être un retour ici sur le support à 42,7. C'est un support qui s'achètera probablement. On verra. Euh, STM aussi. STM, la confirmation, hein, toujours sous la résistance et sous la moyenne à 200. Donc tant qu'on ne revient pas au-dessus, on n'est pas positif. Et on a vu qu'avec Renault, dernièrement, ça avait été le cas. Renault avait switché assez rapidement. On va la regarder. Hop, rapidement. Renault, elle est où? Elle est ici, elle prend 1,3 et on le voit, hein, on travaillait la moyenne à 200. Pour l'instant, c'était un échec la semaine dernière. On a réussi à se remettre au-dessus et à continuer. Donc, on a quand même cette confirmation sur le secteur auto. Renault, Stellantis, on a Volkswagen aussi, que j'avais pas fait la dernière fois. C'est toujours un secteur assez résilient, hein, malgré les conditions de marché. Volkswagen, ils sont où? Je les ai pas là. VOW3. Ils sont là. On le voit notamment sur l'oblique RSI, hein. L'oblique RSI sur les plus hauts, on avait cassé ici pour revenir au-dessus des 40. On était dans une zone sous les 30, donc vraiment une période de survente sur Volkswagen. Et puis on a ce début de réaction. Donc là, on a une première alerte pour éventuellement rentrer un peu en anticipation, mais pourquoi pas. Et on le voit que c'est plutôt tenu. Alors malgré une mèche haute mercredi, on est en train de stabiliser la baisse sur Volkswagen et peut-être à anticiper un rebond. Donc le secteur auto est toujours là, ne craque pas. Ce sera peut-être un des derniers ou un des premiers, on verra, mais à confirmer la tendance qui va se passer sur les indices, le CAC. Si on descend, le secteur auto sera intéressant, comme tout ce qui a été technologique, hein, IA et plus. C'est des secteurs qu'on va privilégier pour peut-être voir le futur et la fin d'année 2023 et le début 2024. Pour l'instant, ça tient sur le secteur auto, mais on est toujours en conso. Euh, le luxe, c'est fait. Et enfin, Alibaba. Alors Alibaba, ils sont intéressants. Pourquoi? On parlait de cette division, hein, qui allait être créée sur l'intelligence artificielle, notamment. Alibaba, c'est un peu comme Amazon, mais en Chine. Et on a donc sur Alibaba, il va y avoir une scission. Donc on va splitter un peu Alibaba, l'entreprise, en 6 entités distinctes, dont une plus particulièrement sur le cloud. Donc on va avoir cette division qui va faire de la recherche et développement sur l'intelligence artificielle, avoir ses propres IA, et donc ce sera probablement celle-là qui va nous intéresser. Donc on n'a pas encore de date, alors vous mettrez en commentaire, hein, si vous les avez. Moi j'ai cherché, j'ai pas encore trouvé de date officielle sur la scission d'Alibaba sur les 6 entités. La première normalement c'est Alibaba Cloud. C'est probablement celle-là qui va monter ces prochains mois. Donc avant d'acheter Alibaba, on regardera les dates de scission et la mise sur le marché de Alibaba Cloud. Et enfin, on va regarder quelques actions du portefeuille intéressantes. Alors aujourd'hui, on le sait, ça a beaucoup bougé entre hier et aujourd'hui avec les annonces des banques centrales. La semaine prochaine, on aura aussi la Fed, hein, la Fed qui devrait annoncer euh, également sa position sur les taux. Donc avec l'Europe qui a mis quand même plus de 0,25, mais qui a eu un discours un peu rassurant sur la suite. On verra si c'est pareil aux États-Unis. Mais on a quand même une grosse inflation à battre et pour l'instant, on n'y arrive pas. On va regarder quelques technologies avec Amazon. Amazon qui progresse bien, hein, depuis ces derniers mois, mais qui commence à arriver ici sur résistance une nouvelle fois. C'est les 146.
On avait été ici juste après les résultats, hein, je crois, pas loin des 146. Là, on fait encore un échec. Ça pourrait être un double top et donc un retour sur le support. Le support le plus proche, c'est celui-là, hein, c'est les 130. Si c'est avéré, si ça continue ces prochains jours, on valide quand même une grosse résistance à 146 et donc une possible consolidation sur Amazon, Apple. Apple, ils sont déjà en conso depuis un moment, on le sentait venir parce qu'ils avaient déjà fait une progression énorme. Ils avaient battu leur plus haut de 2022 en dépassant les 190 dollars. Donc on est déjà en phase de conso. Ce qui nous intéresse, c'est un peu la force de cette consolidation. On a eu un beau rebond, mais on continue la consolidation. Il y a cette zone à 172 qu'il faut éventuellement tenir, mais on a quand même un support qui nous appelle ici entre les 157 et puis la moyenne à 200 sur les 163. Donc là aussi, on voit qu'il y a pas mal de technos qui sont en consolidation. Et donc ARM, les voilà, hein, ARM introduit hier. Donc il y en a plusieurs, hein. Là, je suis au Nasdaq, mais on a également celle qui cote à Francfort. Alors sur Francfort, c'est en CBO, CTO, c'est en contrat de gré à gré, donc c'est ouvert plus tôt et ça ferme plus tard. Généralement, c'est un peu moins liquide. Moi, j'aime moins. C'est pour ça que j'ai pris notamment sur le Nasdaq. Et puis, on a quand même l'euro-dollar qui est plutôt à la peine, notamment pour l'euro, avec un dollar qui revient fort. Donc, c'est pour ça que ça m'intéresse plus en ce moment d'acheter sur le Nasdaq pour avoir aussi une plus-value latente sur la devise. Donc on voit qu'ARM est plutôt favorable avec des plus bas de plus en plus haut et des plus hauts de plus en plus hauts, même s'il n'y a que 2 journées. C'est quand même une tendance plutôt forte sur le titre. ESSO, évidemment, bah, ESSO qui continue, hein. On l'a vu avec le Brent. Le Brent énormément en grosse progression. ESSO, c'est pareil, hein, breakout, pullback, on rattaque la tendance. L'objectif, il est toujours là sur les 70 euros. Hermès avec tout le luxe, hein, que ce soit LVMH ou Kering. Alors il y a eu du rebond aujourd'hui. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les zones pivots et les zones pivots, on les voit bien ici. On mèche où? On mèche sur la dernière moyenne la plus haute, la moyenne à 100 jours, et surtout on finit en dessous de notre oblique de consolidation. Donc on n'a pas encore de dépassement. On a eu déjà des tentatives ici de dépassement, de cassure de figure. Mais ça avait réintégré assez rapidement. Et là encore, on voit la faiblesse des acheteurs, hein, malgré le run et malgré l'annonce de la BCE. La faiblesse des acheteurs pour relancer un peu tout ça, il faudra plusieurs belles journées. Rattaquer les 1925, les 1950 pour Hermès. Pour l'instant, c'est pas le cas. On est toujours dans un objectif avec un squeeze ici entre les 1920 et la moyenne à 200 sur les 1800 et peut-être une sortie de tendance avec une cassure vers le bas. Moi, c'est toujours mon scénario privilégié. Orange. Orange qui fonctionne toujours aussi bien, hein. Alors la force d'Orange, c'est ce qui est souvent à contre-courant. Mais là, on le voit, même quand les marchés montent, Orange, ils arrivent à monter également. Donc plus 0,7 sur Orange. On a une cassure ici de l'oblique rouge, hein, de la résistance. Donc la tendance à la hausse qui se confirme avec la cassure aussi de toutes les moyennes qui s'est faite. Donc moi je suis toujours en place sur Orange. On monte gentiment les stops, mais on s'attend peut-être à une grosse correction. Il y a encore beaucoup de volume. On le voit, c'est la plupart des actions du CAC aujourd'hui ont été énormément échangées. On est aussi en surachat sur Orange. On est à 78 niveau RSI. Alors moi j'aime bien ces périodes-là, c'est des périodes sur lesquelles il faut rester parce que ça peut amener des grosses journées avant justement un changement quand on vient à casser les 70 et à réintégrer un peu la figure. Mais ces journées-là sont souvent très importantes et permettent de gagner beaucoup. Donc c'est pas forcément le meilleur moment de quitter Orange. On se prépare éventuellement en mettant les stops à une grosse cassure, un moins 3% par exemple. Donc là on sortirait. Mais tant qu'on tient une volatilité à plus 1, moins 1 ou 2, c'est tout à fait favorable et on peut tout comme ça continuer de monter en escalier sur Orange. L'objectif, il est ici, hein, sur les 11,42. On est déjà sur les 11. Ça risque d'être dur sur les 11,42. On vendra peut-être la moitié de la position et pour l'instant, on reste. On est toujours en tendance très positive sur Orange. Snowflake, le cloud, hein, qui avait été
aussi plébiscité peu après son entrée. On le voit qui avait énormément monté. Alors là, je sais pas si on a hop, un mois. Ouais, on avait un, deux, trois, on avait 4 mois. Les 4 premiers mois avaient énormément fonctionné, hein, sur Snowflake. Avant une grosse conso, mais le titre n'était pas forcément au meilleur moment en 2022-2023, comme tout le monde. On a fait un petit gap récemment sur Snowflake, on va probablement le combler. On voit une phase de neutralité sur le titre, mais toujours des supports sur les 47-48 qui sont achetés. Donc, et une cassure ici sur l'oblique RSI qui a été fait, hein, plus ou moins au moment du gap. C'est plutôt intéressant. C'est toujours technologique, c'est le cloud. Ça peut s'acheter tant qu'on tient ce support à 48. Moi, je suis dessus. C'est assez volatile, hein, Snowflake, donc attention, mais on a quand même une configuration intéressante pour retrouver peut-être cet échec, cette résistance, hein, où on a eu un double échec, un double top sur les 192. Tesla, et Tesla qui arrive sur des niveaux, vraiment des niveaux importants, on le voit. Alors, si ça veut bien marcher, c'est l'oblique ici sur les plus hauts, hein, 2021-2022. On avait déjà eu une première fois ici, c'était le 18 et le 19 juillet, avec un échec sur cette résistance qui avait entamé la consolidation du titre. Et on y revient ici, hein, aujourd'hui, le 15 septembre, et on frôle les 280. Donc il y a de grandes chances quand même qu'on ait un nouvel échec ici sur Tesla et qu'on puisse encore consolider une nouvelle fois, peut-être sur le support des 206, hein. On l'a eu ici une première fois, ça a bien fonctionné. Alors là, c'était le scénario, hein, un peu imaginé dans le temps. Alors, c'est pas fait exactement dans ces unités de temps-là, mais la tendance, elle était bien là. Et c'est ce qui s'est passé sur Tesla avec une réaction ici sur support. On repart. Et là, si on a un échec qui coïncide aussi avec pas mal de points de résistance, hein, sur les 272, on pourrait retourner une nouvelle fois vers les 206. Total, alors Total évidemment comme le Brent, hein, ça fonctionne bien, on est toujours haussier sur Total, il n'y a rien à dire. Le jour où le Brent se remet à aller vers le bas, ce sera peut-être le début de vendre ou d'alléger Total, mais pour l'instant le Brent et la demande sont là, donc Total évidemment est là. Et enfin, il y a une demande en énergie toujours importante, et surtout je vous en ai parlé sur l'uranium avec le nucléaire et Uranium Royalty, hein, qui fonctionne plutôt bien ces derniers temps. Alors je ne sais plus si c'est Bank of America ou si c'est un autre. Enfin, il y a pas mal de dossiers sur l'uranium et l'utilisation du nucléaire, hein, que ce soit à la fois en Europe ou aux États-Unis, au Canada, tout ce qui est nord-américain. Il y a une grosse demande en énergie et donc le nucléaire fait partie de ces énergies qui ont à nouveau la cote. On a pas mal de centrales, hein, qui ont été commandées et construites. Et donc ici sur Uranium Royalty, on a cette phase, hein, cette grande phase de consolidation, de correction, de dégradation même, hein, pour arriver ici à un support au mois de mai-juin. Et depuis, on a un beau retournement qui est en train de se passer. Et le titre a atteint les 3 aujourd'hui, hein, pour la première fois depuis ici, depuis le mois de février. Donc c'est une tendance vraiment très forte. Alors c'est pas énormément volatile. Mais moi, j'ai une grosse ligne dessus, c'est pour ça que ça impacte pas mal mon portefeuille. Ce qui est intéressant de noter aussi, c'est les volumes. On le voit, le pic de volume ici qui coïncide avec le début du retournement. Donc sur Uranium Royalty, on s'attend à une belle montée. Il y aura forcément un moment où on aura un pullback, hein. Euh, peut- alors pas forcément ici, il sera peut-être plus haut le pullback, peut-être ici, hein, sur les 2,9. Les 2,9, ça peut être intéressant, donc on peut aller peut-être encore un peu plus haut, revenir sur les 2,9, construire un peu et repartir, mais à moyen terme, voire même à long terme. Uranium Royalty, hein, c'est une valeur qu'on aura encore en 2024. Une des valeurs long terme que j'ai, moyen à long terme, que j'ai en portefeuille par rapport à la majorité de court terme, et toujours extrêmement favorable sur le titre. Et enfin Valeo. Valeo, c'est pas mal, on en avait parlé sur l'oblique ici à acheter, hein, l'oblique verte. Alors on n'a pas de démarrage, mais on a toujours cette tendance qui se confirme, on le voit, inversion de tendance niveau MACD. On résiste aux 30 niveau RSI, on est déjà allé sous les 30.
Il faut maintenant le petit détonateur pour mettre Valeo sur orbite, mais pour l'instant, tant qu'on tient ici cette oblique verte et allez, on va dire les 17 à 17,20, 17,30. Alors attention aux mèches, mais tant qu'on tient ces zones-là, en clôture notamment, on sera très positif sur Valeo. J'ai pas le temps de faire les valeurs abonnées, je les ferai ce week-end ou lundi. N'hésitez pas à les mettre hein, si vous en avez d'autres. Les valeurs que vous voulez qu'on analyse, on les fera ici. Bon trade, à plus.